Dialogue avec le gouvernement, tribune offerte aux membres du gouvernement pour évoquer les grands chantiers de leur département, reçoit ce soir le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Dialogue avec le gouvernement, il faut le rappeler, est une émission du service d'information du gouvernement SIG. Le ministère de l'Environnement semble porter à lui seul, sur ses épaules, le poids des générations présentes et futures. Son credo, travailler à préserver l'environnement et les ressources qui s'y trouvent. Au Burkina, la sécheresse, ajoutée à l'action de l'homme, a des répercussions négatives sur l'environnement, d'où un désir de baisser les bras, tellement la bataille semble difficile à gagner. Ce n'est peut-être pas l'avis de notre invité de ce soir, Nestor Bassière. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est en compagnie de ma consoeur Valentine Zungrana de la radio municipale de Ouagadougou RMO que nous allons animer cette émission. Monsieur le ministre, vous venez de rentrer de Chine. Vous avez pris part là-bas, au pied de la Grande Muraille de Chine, à la COP 13, à la conférence des nations des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Merci pour l'occasion que cette tribune offre aux membres du gouvernement, non seulement de pouvoir jouer leur rôle de redevabilité. C'est vrai, nous rentrons de la COP 13 qui a eu lieu à Ordos en République populaire de Chine. Et le Burkina Faso, pour avoir abrité la journée mondiale de lutte contre la désertification le 13 juillet 2017, a joué un rôle primordial à cette COP 13. Dans la mesure où les chefs d'État du G5 Sahel ont porté un appel à l'action, à savoir comment faire le lien entre désertification et création d'emplois afin de préserver la paix dans les pays africains. Donc le Burkina Faso était appelé bien sûr non seulement à revenir sur les conclusions de la journée mondiale et surtout de porter l'appel qui a été inscrit bien sûr dans la stratégie nationale de la Convention cadre. Alors, ceci étant, nous allons entrer de plein pied dans le vif du sujet avec le premier axe de notre entretien. Voilà, le premier axe de notre entretien, et nous allons le découvrir tout à l'heure à travers ce reportage signé du service d'information du gouvernement. Le Burkina Faso est un pays sahélien doté d'écosystèmes diversifiés. Ces écosystèmes sont menacés et même entamés à cause des sécheresses répétitives et des facteurs anthropiques très défavorables comme les feux de brousse, le surpâturage, les défrichements incontrôlés, les coupes anarchiques du bois, l'éradication des espèces animales et végétales, l'orpaillage avec l'usage des produits dangereux comme le mercure et le cyanure, la pollution des eaux, des sols et de l'air. C'est pourquoi de nombreuses mesures sont prises par le gouvernement pour réduire les tendances actuelles de cette dégradation et les pertes économiques qui y sont liées. Au nombre de ces mesures, la lutte contre la coupe abusive du bois et les effets néfastes des changements climatiques, les campagnes de reboisement, l'instauration des foyers améliorés, la vulgarisation de l'utilisation du gaz butane et la récupération des terres dégradées. Mais la protection de l'environnement a nécessité la mise en œuvre de nouvelles politiques avec pour objectif d'encourager les collectivités locales à adopter le principe des villes vertes par l'aménagement paysager de leur cadre de vie. L'économie verte s'organise donc autour de la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté par la création de richesses et de revenus. Au cours de l'année 2016, le ministère en charge de l'environnement a procédé à la mise sous aménagement de plus de 980 000 hectares d'aires de protection faunique, à la formation des acteurs en techniques de fabrication et d'utilisation des foyers améliorés, à la protection de plus de 145 km de berges par des plantations forestières adaptées,
à l'organisation de plus de 13 patrouilles forestières et fauniques, à la fixation et l'entretien de 142 hectares de dunes, ainsi qu'à la collecte de 1428 tonnes de sachets plastiques et le reboisement de 11,8 hectares d'espaces verts. Signataire de la plupart des instruments internationaux de protection de l'environnement, le Burkina Faso a ratifié les accords de Paris sur le climat. D'ici à 2020, le gouvernement prévoit, entre autres actions, une législation adéquate sur l'importation des véhicules usagés et le renforcement des contrôles, l'accompagnement des communes urbaines et rurales dans la gestion des déchets par la création de centres de traitement et de valorisation des déchets solides et l'intégration de l'éducation environnementale dans les programmes fondamentaux au niveau primaire et post-primaire. Des actions qui, combinées avec la promotion de l'économie verte, devraient permettre d'obtenir un environnement sain dans la perspective d'un développement durable. Alors, quand on voit ce sujet, Monsieur le ministre, on voit que vous avez beaucoup à embrasser. Alors, intensifier la protection de l'environnement et la promotion de l'économie verte. Pour vous, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le nouveau concept d'économie verte que vous mettez en avant ou on est toujours dans la lutte contre la désertification avec les plantations d'arbres, et la lutte contre le reboisement et la coupe abusive du bois, voilà. Qu'est-ce qui vous, en tout cas, vous fait courir actuellement? Merci. Je crois que la question fondamentale en matière d'économie verte, les deux notions, la distinction est tellement très petite, dans la mesure où, par définition simple de l'économie verte, c'est une gestion rationnelle de l'ensemble des ressources pour produire des richesses, bien sûr, au profit des populations, tout en respectant, bien sûr, les risques, en tout cas, toutes les questions liées à l'environnement, mais bien sûr en pensant aux générations futures. Alors, est-il possible de faire de l'économie verte sans préserver l'environnement? Je ne pense pas. Les deux vont de pair. Donc, c'est dans cette mesure, dans cette problématique que le ministère s'inscrit en disant nous allons faire de la promotion de l'économie verte tout en préservant l'environnement. Donc, par conséquent, nous pensons que les deux notions sont intimement liées. Donc, notre combat aujourd'hui, à travers la direction de l'économie verte et des changements climatiques que nous avons créée et à travers de la direction générale des eaux et forêts en termes de protection physique, nous travaillons de pair et surtout intégrer l'ensemble des départements ministériels pour que nous puissions avoir la vraie notion d'économie verte comme nous l'entendons. Alors, quelles sont les nouvelles mesures prises par le ministère pour sauver l'écosystème national? Vous savez, les questions d'écosystème national, quand vous prenez l'évolution au niveau de la question de protection et de gestion de l'écosystème au Burkina Faso, nous en arrivons à une dégradation très continue. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 47 000 hectares de terres dégradées, bien sûr, sur l'ensemble des aspects par an. Et les causes sont connues. Il y a l'action de l'homme, bien sûr. Il y a également les effets dus au changement climatique. Alors, le Burkina Faso entame la lutte pour la protection des écosystèmes à des niveaux. D'abord, sur la base de nos contributions prévues et déterminées avec lesquelles nous sommes allés à l'accord de Paris. Vous savez, tous les pays qui sont allés à Paris ont déjà mis en avant leur vision de protection des écosystèmes. Ensuite, bien sûr, nous disons qu'en phase avec nos contributions déterminées, nous devons sensibiliser pour que chaque citoyen prenne conscience de son rôle qu'il doit jouer dans la protection de l'écosystème. Parce que tout simplement, le gouvernement met en œuvre la politique, mais les citoyens, en retour, doivent se poser la question à savoir quel est mon rôle pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cette politique. Donc, c'est en joignant les deux, à savoir la politique à travers le gouvernement, mais bien sûr en disant que les citoyens également doivent participer en cessant certaines pratiques, en tout cas qui causent des effets néfastes à la préservation de l'environnement. C'est ça qui est regroupé dans la notion d'éco-citoyenneté? Éco-citoyenneté, bien sûr, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, chacun de nous doit pouvoir avoir son rôle à jouer, bien sûr dans la protection de tout ce qui est écosystème au niveau de l'environnement, bien sûr au niveau du Burkina Faso. Donc c'est dans cela nous disons que la responsabilité au-delà de l'État, chaque citoyen doit pouvoir jouer sa partition.
En parlant des citoyens, les citoyens burkinabés, en matière d'environnement, en matière de lutte contre la désertification, ils ont beaucoup de préoccupations. Nous allons aller à la découverte de certaines à travers ce sujet signé Service d'information du gouvernement. Le ministère de l'Environnement a mis des agents ici, en empêchant les gens de ne pas couper les arbres. Ça nous aide, de nous conseiller encore de récupérer les arbres, parce que avec l'arbre, c'est la vie. Bon, on a compris qu'eux, ils sont là pour nous. Nous aussi, nous sommes prêts pour qu'ils nous aident. C'est nous, les dolotaires, qui consommons beaucoup de bois. Mais comme nous avons eu les foyers améliorés à grand diamètre, la réduction du bois, vraiment actuellement, c'est bénéfique. Moi, j'utilisais 2 chargements de bois dans le mois. Mais actuellement, un seul chargement, même nous ne finissons pas dans le mois. Les difficultés, vraiment, sont là, elles sont diverses. On peut énumérer le manque de moyens de fonctionnement, c'est-à-dire les moyens logistiques. Il y a le déficit du personnel, il y a les outils même de collecte des données, les outils de collecte des données, les GPS par exemple, tout ce qui est outil de collecte des données qui peut permettre de collecter, de faire un suivi réel des activités. Ensuite, il y a le manque de renforcement des capacités. À Mamasiol, nous on travaille dans dune de sable. Pour fistation de dune, fistation de dune, là, nous en parlant des formes, on a des difficultés. Parce qu'on a un problème de l'eau ici pour travailler. Mais il y avait creusé un forage même dans les mains, mais on n'a pas pu réussir. Tous les villages étaient sortis pour travailler, mais vraiment on a fait fatiguer, il n'y a rien. Les 4 directions provinciales, aucune n'a un véhicule par exemple lui permettant de faire des déplacements. Les agents qui sont sur le terrain qui doivent être assez mobiles pour aller vers les producteurs, appuyer, accompagner, n'ont pas suffisamment de moyens pour s'y rendre. Donc ça pose réellement un problème. Et les autres difficultés aussi au Sahel, notre difficulté majeure, c'est la divagation des animaux qui annule chaque fois les efforts des partenaires, les efforts des collectivités, les efforts donc de nos services donc à restaurer l'environnement. Ce que je peux faire comme suggestion, c'est aussi un appel à la population pour qu'elle comprenne que la forêt, c'est d'abord un réservoir de vie pour tous les villages riverains, dont les populations de ces villages doivent savoir qu'ils ont un rôle important à jouer pour protéger cette forêt. Nous souhaitons que vraiment le gouvernement nous accompagne en les appuyant pour la reproduction végétale. C'est extrêmement important pour nous. Alors, nous avons dans ce domaine d'ailleurs un grand projet qui me tient absolument à cœur, que j'ai baptisé la mise en place des vergers de plantes médicinales. 1000 producteurs, 1000 hectares. Voilà donc des préoccupations, des difficultés et même des contributions de certaines personnes qui, en tout cas, s'engagent à œuvrer à la préservation de l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport aux difficultés, par exemple, du directeur régional de l'environnement du Sahel qui dit qu'il n'a pas de moyens, son agent qui a des problèmes pour relever des données. Bref, qu'est-ce que vous dites à ces personnels qui relèvent de votre ministère ? Je voudrais tout simplement dire que les préoccupations soulevées par le personnel au niveau de Concentré, ce sont des problèmes réels. C'est le quotidien, vous savez que l'État c'est un tout. L'État est un tout, ça veut dire que l'ensemble des ressources qui sont allouées à chaque département ministériel est fonction des disponibilités des ressources de l'État. C'est en cela, lorsque nous avons fait la visite sur le terrain pour constater dans quelles conditions l'ensemble des agents du ministère travaillent, nous avons pu constater du doigt un certain nombre de réalités. Ils l'ont dit, surtout le Sahel, quand on prend le cas du Sahel, il a évoqué un véhicule. Aujourd'hui, il est difficile pour une direction régionale de ne pas disposer d'un véhicule en bon état, lui permettant bien sûr de pouvoir se rendre à tout moment lorsqu'ils sont interpellés. Mais en cela, je voudrais dire que le gouvernement, pour le budget 2018, il existait ce qu'on a appelé un décret portant appui exceptionnel au corps paramilitaire des eaux et forêts. Il faut le dire que, est-il comparé de l'ensemble des corps, on a constaté que le corps paramilitaire des eaux et forêts était un peu en retard par rapport aux autres. À cela, le gouvernement a décidé d'apporter un appui exceptionnel au corps pour non seulement nous permettre d'acquérir des véhicules, de l'armement,
détenus, mais d'avoir une quarantaine au nom de ce corps pour permettre vraiment aux agents de travailler sur le terrain. Donc c'est une invite à l'endroit des agents en disant que les préoccupations sont entendues par le gouvernement et nous pensons, bien sûr, nous sommes toujours dans les négociations et nous pensons que 2018 permettra en tout cas au corps de pouvoir se mettre au même niveau que des autres corps paramilitaires. Alors la divagation des animaux est un problème qui se pose aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Qu'est-ce qu'on doit entreprendre comme mesure vigoureuse pour mettre fin à cette divagation des animaux-là? Vous savez, la question de divagation des animaux, lorsque vous prenez le code de l'environnement et le code forestier, c'est interdit. En fait, c'est des questions déjà qui relèvent et qui sont réglementées par le code. On se rappelle que sous la Révolution, il y avait les 3 luttes. Et les 3 luttes, divagation des animaux, feu de brousse, coupe abusive du bois. Et chacun de nous avait déjà pris l'habitude au respect de la notion des 3 luttes. C'est vrai, nous avons constaté un relâchement de l'engagement des populations en faveur de ces 3 luttes. C'est en cela, lorsque nous avons échangé avec l'ensemble des techniciens de mon département, nous nous sommes dit, même si nous ne sommes plus à l'état d'exception, nous avons les textes législatifs qui nous permettent réellement de faire le contrôle. De faire le contrôle en relation avec la collectivité. Vous savez, sous la Révolution, on était à un état d'exception. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de décentralisation totale. Il est difficile que le ministère de l'Environnement puisse lui seul exercer le contrôle sans l'accompagnement, sans l'implication au niveau des concentrés. Sans cela, nous avons fait la proposition, vous avez suivi la sortie des élèves de l'École nationale des eaux et forêts, que nous avons baptisé Opération Promotion 4 luttes. Si vous voulez, 3+1. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Les fondamentaux, cela voudrait dire la lutte contre la coupe du bois, le feu de brousse, divagation des animaux, mais nous avons intégré la dimension environnement qui n'était pas à son temps prise en compte, à savoir le péril plastique. Nous nous sommes dit, si avec la collaboration de la population, avec l'engagement des collectivités, nous nous engageons en tout cas à la réussite de ces 4 luttes, nous allons en tout cas à notre niveau penser que nous pouvons poser un acte utile pour la préservation de notre environnement, de notre système de vie, pour permettre vraiment au Burkina Faso d'avoir un développement durable. Donc voilà dans la logique dans laquelle le ministère compte s'engager, mais bien sûr en demandant toujours l'accompagnement de la collectivité locale. L'action de destruction emprunte l'ascenseur, comme vous l'avez constaté, au moment où certains construisent, d'autres détruisent. Alors, Monsieur le ministre, on sait que de par le passé, la protection de l'environnement passait par des actions de reboisement. Est-ce que cette année ou dans les actions et dans les années à venir, est-ce que votre ministère compte renforcer cette action-là? En termes de reboisement, vous savez, c'est une opération, je voulais dire, quotidienne et régalienne du ministère de l'Environnement. Et chaque année, nous assistons au lancement de la journée, en tout cas, de reboisement, de reforestation, si vous voulez. Et le constat, c'est que l'année passée, en 2016, nous avons fait une situation de tout ce que nous avons mis en termes d'engagement de reforestation. Nous avons voulu évaluer. Et nous sommes arrivés à un résultat que le taux de réussite est inférieur à 30%. Et quand on compare le taux de réussite à l'investissement humain, financier, on se rend compte qu'on ne peut mieux faire. Sans cela, nous avons mis en place un comité pour réfléchir. Est-ce que nous pouvons voir les choses autrement? Sinon, nous allons continuer à déverser de l'argent, nous allons continuer à mettre de l'énergie, mais le taux de réussite, le résultat ne sera pas atteint. Le comité, du moins, ça a déposé ses rapports. Nous sommes dit, pour 2017, nous avons changé de méthode d'approche. Premièrement, il n'est plus possible que le ministère de l'Environnement mette des plans à la disposition d'une association, d'une personne physique, sans s'assurer que le site sur lequel le reboisement se fera est un site sécurisé. Parce que dans le passé, on a ce qu'on a appelé le reboisement caméra. Les gens viennent, ils demandent les plans. Et lorsqu'ils se présentent, juste avec la télé, ils prennent 2 plans, ils disent le reste, ça se fera après. Et on retrouve le reste des plans sur le marché public. Nous demandons à nos services déconcentrés de vérifier d'abord
est-ce que le site qui a été déterminé est un site sécurisé? Ça, c'est l'une des conditions. Deuxièmement, est-ce que la structure en question a la capacité de protection et de suivi? Ça, c'est Troisièmement, nous avons encouragé les structures privées, les miniers, nous avons les structures étatiques, même privées, de pouvoir, chacun à son niveau, et de pouvoir délimiter et avoir une zone où chaque année, ils seront amenés à faire des opérations de reboisement. Et ceux qui n'en disposent pas, le ministère de l'Environnement peut les orienter vers un site. Et vous avez vu cette année, la LONAB, sur le site de Goncé, a accompagné notre département à hauteur de plus de 9 millions d'acquisition de plants et également d'opérations de reboisement. Donc pour nous, il ne s'agit pas simplement de mettre une plante en terre. Plus de reboisement spectacle. Plus de reboisement spectacle, nous allons aller dans une logique pour nous permettre d'accroître le taux de réussite de nos plans. Alors, Monsieur le ministre, nous avons des questions. Les téléspectateurs aussi en ont. Nous allons écouter quelques-unes et puis attendre vos réponses. Monsieur le ministre, quand est-ce qu'on peut avoir les achats des déchets plastiques à Fada ici, qu'on a collectés, déposés? Voilà. Quand est-ce qu'on va commencer à acheter ces déchets plastiques qui ont été collectés, qui sont stockés, qui attendent impatiemment preneurs? Bon, je pense que peut-être il y a un rectificatif quand on demande à quand. C'est comme si l'opération n'a jamais eu lieu. Il faut dire que l'opération d'achat des déchets plastiques date depuis 2014. Pour ce qu'on a appelé dans le temps mesure sociale, 0 sachet. 2014, 2015 et 2016. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires, nous avons fait une situation déjà des sachets collectés. Nous avons marqué une pause tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que certaines dispositions qui devaient accompagner l'achat n'ont pas été respectées. À savoir où stocker les déchets. Qu'est-ce qu'on en fait? Ces questions n'ont pas été résolues. Ça a amené nos services à servir de dépotoir. Si vous sortez aujourd'hui, vous arrivez dans toutes les directions régionales, ce sont des dépotoirs. Si l'environnement devient un dépotoir, nous n'avons plus le sens d'exister en tant que ministère de l'Environnement. Ça sera le monde à l'envers. Ça sera le monde à l'envers. Cela, nous nous sommes dit, la question n'est pas forcément d'acheter. Il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'on en fait. Mais nous avons reçu la pression parce que tout simplement, d'aucuns avaient payé, excusez-moi le terme, fait de la péréquation et avaient des sachets. Et d'autres honnêtes avaient également collecté et attendaient d'être, en tout cas, de passer à la caisse. J'ai donné l'instruction que tous les sachets qui ont été pesés et qui n'ont pas pu être achetés, on les achète. Nous avons mis une commission ad hoc qui a parcouru les 13 régions avec des quotas. Et en 2016, nous avons acheté des déchets plastiques à hauteur de 178 millions sur l'ensemble des 13 régions. Mais il se trouve que l'État ne peut pas absorber la totalité des déchets, des sachets du moins, que les uns et les autres ont pu racheter. Parce que tout simplement, l'objectif de départ qui consistait à faire œuvre utile pour créer des revenus pour les plus défavorisés a été en matière de recyclage. En matière de recyclage. A été détourné parce que tout simplement, l'objectif au départ, c'est que la femme, la maman, qui ne peut pas aller au marché, se lève le matin, ramasse quelques sachets, court rapidement, vend 1 kilo à 125 et va au marché. Mais les gens ont été malins, ils ont fait de la péréquation. On rachète à 50, on stocke, on revient à l'État à 125. Sans savoir qu'est-ce que l'État en fait. Donc aujourd'hui, c'est pour rassurer la dame de Gawa, de Fada du moins, que l'opération de rachat de 2016 a eu lieu à Fada, mais que pour 2018, nous avons revu, parce que la commission ad hoc a revu les choses à la baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'acheter brut le kilo de déchets, parce que quand on dit kilo, on favorise tout ce qui est solide. Vous avez déjà les kilos, c'est 125. Nous disons qu'en 2018, même si nous allons faire l'achat, ça sera trié. En ce moment-là, on reverra les coûts pour permettre vraiment à l'État, tout en construisant bien sûr des centres de traitement, parce que c'est ça qui est important. Nous avons mis l'accent sur la construction des centres de traitement par région, pour pouvoir absorber les dissonants qui sont déjà sur le terrain et qui sont stockés dans nos directions. Alors, qu'en est-il de cette lutte-là contre
les sachets plastiques. Ça veut dire que s'il y en a toujours, c'est que le décret sur l'interdiction, la commercialisation, la distribution, la vente, l'achat sur les sachets plastiques, ça ne marche pas. Et les sachets rentrent toujours au Burkina. Justement, pour enchérir sa question, que devient la loi sur les sachets plastiques votée en 2015? La loi existe, est bien en application. Peut-être il faudrait que l'on reprécise les termes. La loi ne dit pas interdiction des sachets. La loi interdit les sachets non biodégradables. Et les sachets biodégradables mettent 60 mois avant de disparaître. Et ça, il reste encore à vérifier. Cela voudrait dire que même si tous les sachets du Burkina étaient biodégradables, il faut 60 mois pour voir disparaître le sachet. Mais comment peut-on distinguer à l'œil nu ces deux sachets? Les deux sachets, selon la loi, normalement, celui qui fait rentrer un sachet, c'est à lui de prouver que le sachet est biodégradable. D'abord, en tenant un reçu, tu permets à l'administration de l'environnement de contrôler la provenance et d'avoir la marque spéciale, comme on le dit, sachet biodégradable. Également, nous avons constaté qu'à un certain moment, je ne dirais pas qu'on n'arrivait pas à faire à l'œil nu la différence. Nous avons demandé au ministère de l'économie et des finances s'ils peuvent nous accompagner pour acquérir au moins des appareils nous permettant à nous de pouvoir faire les tests lorsque nous sortons pour le contrôle et lorsque le commerçant conteste. C'est à nous de prouver que réellement son sachet n'est pas biodégradable. Et effectivement, nous avons eu l'accompagnement. On a lancé le marché en 2016. Ceux qui sont venus ont, pour 3 machines, 3 appareils, comme on le dit, 90 millions. Mais sans avoir su réellement quel était le coût réel. Quand ils sont allés, ils se sont rendus compte qu'avec un seul appareil, on est au-delà de 90. Donc le marché a été résilié. Donc cette année, nous avons relancé le marché. Aujourd'hui, celui qui a eu le marché en train de pouvoir en tout cas mettre à la disposition de nos départements au moins du matériel nous permettant, en termes de contrôle, de pouvoir vérifier. La deuxième question des téléspectateurs. Monsieur le ministre, à quand exactement la déconcentration, la délocalisation du Bureau national des évaluations environnementales dans les provinces? C'est une question, je pense que, en tout cas, qui est quand même d'actualité. La déconcentration du BNE, le Bureau national des études environnementales. Il faut le reconnaître que, pour l'instant, nous avons le bureau à Ouaga, qui couvre bien sûr l'ensemble des territoires. Avec beaucoup d'agents? Nous avons des agents, mais nous disons qu'une direction à Ouaga, il serait difficile de couvrir en temps réduit, bien sûr, répondre aux préoccupations, aux sollicitations des usagers. Nous avons été déjà interpellés, mais ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, c'est une structure spécifiquement technique. Ce n'est pas une direction où on peut affecter rapidement un agent. Mais nous avons constaté que lorsque nous renforçons la capacité des agents qui travaillent à BNE, quelques temps après, ils sont partis parce que tout simplement, les salaires proposés par l'État et le privé n'est pas en compétition. Donc, il est très difficile de pouvoir maintenir ce que nous envoyons en formation parce que tout simplement, vous savez, en la matière, c'est la loi du marché. C'est comme dans les mines. C'est comme dans les mines. Donc, nous nous sommes dit, la réflexion, pourquoi ne pas transformer BNE en une agence de protection de l'environnement? Une structure autonome, capable de pouvoir recruter son personnel, bien sûr, avec le salaire conséquent et puis les maintenir. Nous sommes sur le processus. Aujourd'hui, les textes sont déjà validés à Kourgou. Nous attendons, bien sûr, la finalisation des textes que nous allons soumettre, en tout cas, en Conseil des ministres. Si c'est approuvé, ça va permettre non seulement à BNE de pouvoir recruter un personnel adéquat et de pouvoir aller au niveau déconcentré. Une autre question. Monsieur le ministre, à quand un accompagnement substantiel de la collectivité pour assurer une vraie gestion des déchets solides d'une manière globale? Je pense que nous avons à peu près échangé, en tout cas, de cette question. Il faut dire que les collectivités, aujourd'hui, la politique du département, c'est de mettre à la disposition de l'ensemble des 13 régions des centres de traitement et de valorisation des déchets solides. Et nous avons déjà lancé sur 6 régions. Dori est déjà prêt, nous avons réceptionné. Gawa en construction, le centre-sud également, la boucle du Moun. Voilà un certain nombre
parce que les 6 autres seront pour 2018. Et nous pensons que ces centres devaient être rétrocédés aux collectivités. Mais comme nous le disons, nous sommes dans une situation de décentralisation totale, aux collectivités dans leurs plans communaux de développement, d'inscrire également cette donne pour dire que l'État peut les accompagner, mais l'État ne peut pas se substituer à la collectivité en termes d'assainissement et également de gestion de ces déchets. C'est un accompagnement et nous rassurons la collectivité locale que le gouvernement est disponible à leur apporter l'expertise technique pour pouvoir les accompagner dans la gestion, bien sûr, de ces déchets solides. Alors, le centre d'enfouissement de Ouagadougou est déjà au maire de la mairie de Ouagadougou. Est-ce que l'expérience, j'allais dire, a été capitalisée? Vous avez vu que ça marche bien et que vous êtes toujours pour accompagner la mairie de Ouagadougou pour ce centre d'enfouissement? Oui, nous avons approché la commune de Ouagadougou lorsqu'il s'agissait de la construction des centres. La commune de Ouagadougou nous a rassuré qu'ils ont déjà les centres d'enfouissement. Donc, ils n'en ont plus besoin qu'on construise un autre centre, mais de les accompagner. Et nous sommes engagés à mettre à la disposition de la commune de Ouagadougou du matériel pour leur permettre effectivement de pouvoir faire face à ce centre d'enfouissement. Il faut le dire aussi, avoir le courage de le dire, qu'aujourd'hui, au regard de la situation géographique, au regard de l'emplacement du centre et au regard de l'évolution de la ville de Ouagadougou, je me demande, est-ce que ce centre n'est pas déjà dans une situation dépassée qu'il va falloir revoir? Et encore, il faudrait dire qu'aujourd'hui, l'environnement constitue l'opportunité des pays africains où il faut créer l'emploi. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit de valoriser et de produire de la valeur ajoutée en créant l'emploi ou il faut en fuir? C'est ça la question de fond. Et moi, je pense que nous devons travailler à la valorisation pour permettre non seulement de créer l'emploi, de créer de la valeur ajoutée, que de ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est vrai, dans le temps, on n'avait pas les moyens, il s'agissait d'enfuir, mais aujourd'hui, je pense que nous devons peut-être changer de trajectoire. Et c'est ce qui fait qu'au niveau de notre PNDS, nous avons mis en avant la construction des unités de valorisation des traitements pour permettre de créer plus l'emploi au lieu de rejeter, parce que dans d'autres pays, rien ne se jette, tout se transforme. Justement, en voulant travailler avec les collectivités, il faut forcément des mesures d'accompagnement. Est-ce que votre ministère a les moyens nécessaires pour accompagner ces collectivités pour la protection de l'environnement? Je pense que le ministère de l'Environnement n'est pas en dehors du gouvernement. Et à la question, je pense que c'est la question, est-ce que le gouvernement peut accompagner les collectivités? Et vous savez, lorsque on s'engage dans une décentralisation totale, comme le Burkina Faso, il y a une autonomie de gestion, il y a des plans communaux de développement que les collectivités mettent en place et demandent l'accompagnement du gouvernement. Mais il arrive que des fois, les plans ne sont pas en cohérence avec un certain nombre d'activités à développer dans les collectivités. Donc c'est là que je dis, le gouvernement est prêt pour accompagner les collectivités, c'est à la collectivité de donner la vision de son développement pour que nous puissions les accompagner. Alors, monsieur le ministre, nous allons revenir à d'autres questions, bien sûr, qui sont posées aux quatre coins du Burkina, mais nous allons aller encore pour écouter des préoccupations, des doléances et peut-être des difficultés. En dehors donc du risque d'incendie qu'on peut rencontrer dans ce site, il y a aussi le fait que les déchets plastiques qui sont stockés depuis longtemps deviennent maintenant un nid pour certains animaux, notamment les reptiles. Ces déchets plastiques sont en plein air, reçoivent donc les eaux de pluie. Donc il va de soi que ces sachets qui se dégradent auront un impact sur l'environnement. Et il faut surtout souhaiter qu'il n'y ait pas une inondation. L'université qui se déverse à l'intérieur, le canal de l'hôpital qui se déverse à l'intérieur, et ces deux canaux-là se reversent à l'intérieur et en ce moment on observe une stagnation d'eau qui a causé une grande mortalité au niveau des arbres. Ça c'est un problème. Et sur le plan administratif, on rencontre quelques difficultés parce que depuis que la forêt a été rétrocédée à la mairie, son fonctionnement incombe totalement à la mairie. Et les investissements qui sont faits sont importants, certes, mais sont un peu insuffisants au regard
de l'ampleur des difficultés qu'on rencontre à l'intérieur. En cas de et d'obi bois du kono kana yiri nu tigɛ sufɛ o kɔni o b'an dugu kosɛbɛ. Les difficultés plutôt majeures là, c'est l'écoulement et le matériel. Pour amener les sachets au centre, il faut que on ait des gens, par exemple des camions pour pouvoir ramasser, amener. Mais les femmes là transportent ça sur leur tête pour amener. Vous voyez, ces 100 femmes là sont payées à leur tâche. S'il n'y a pas d'écoulement, on ne pourra pas payer ces femmes. On a des problèmes de fois d'écoulement qui n'est pas dû au fait qu'il n'y a pas le marché. Il y a le marché. Je prends par exemple au niveau de la région de l'Est ici. Tous les produits qu'on arrive à transformer, même si on arrive à certifier, elles ne peuvent pas être du bio. Si je dis ne pas être du bio parce qu'on utilise tellement de pesticides dans les forêts. Donc c'est d'essayer de voir si on peut minimiser ces produits-là. Parce que sincèrement, nos parents prennent, elles utilisent dans les champs, elles croient que non, je vais pulvériser et puis aller s'asseoir. Tu vas s'asseoir. Mais c'est dans ça que tu vas prendre, aller payer encore les produits pour te soigner. C'est vraiment demander en tout cas ce que nous bénéficions davantage d'appui, non seulement en moyens logistiques, en moyens de fonctionnement, également en moyens de personnel. Vous voyez, avec l'insécurité dans notre pays, surtout au Sahel, beaucoup d'argent ne veulent pas venir vers le Sahel. Pourtant, ça fait partie du Burkina Faso et nous devons travailler, en tout cas, à restaurer notre environnement. C'est prévu que le ministère devait accompagner la collectivité à avoir un centre de traitement et de valorisation. Donc, ma suggestion, c'est vraiment solliciter que ce centre puisse avoir le jour au plus tôt pour que nous puissions, en tout cas, avoir la solution à ces déchets qui sont en pleine ville. Voilà, de nombreuses préoccupations qui ont déjà été abordées, la plupart par le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Mais on va revenir également sur certaines préoccupations qui viennent de tomber, comme l'utilisation des pesticides à l'Est, voilà, et puis l'accumulation des déchets plastiques à Koudougou qui attend impatiemment son centre de traitement et de valorisation. Voilà, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez répondre à certaines préoccupations? Je crois que je vais demander à tous ceux qui ont un stock de déchets, de sachets à domicile, je les invite à aller vers le secteur privé. Aujourd'hui, le secteur privé cherche et n'en trouve pas. La raison est simple. Le secteur privé rachète à 50 francs le kilo trié. Et l'État s'était engagé à racheter à 125 francs le kilo non trié. Donc aujourd'hui, le souci, c'est d'attendre que l'État reprenne pour que les uns et les autres puissent aller vers l'État. Mais je vais informer la population que c'est un projet qui devait prendre fin en 2018, que nous avons obtenu la prolongation jusqu'en 2019. Donc ça veut dire qu'après, l'État va se désengager. Donc il faudra déjà que les uns et les autres, au lieu de laisser les sachets pourrir, c'est mieux d'aller vendre à 50 francs. Si l'État reprend le processus, il peut toujours revenir vers l'État. Mais l'État va reprendre le processus quand exactement? Je venais de dire que le comité ad hoc a mis l'accent sur la construction des centres de traitement parce que nous avons un stock important qu'on n'arrive pas à écouler. Et que 2018, pour ça nous avons acheté déjà en 2016, 2017, on s'est dit on va mettre le budget dans la construction des centres. En 2018, on reprendra les achats, puisque le projet va jusqu'en 2019. Mais en ce moment, il y a des conditionnalités. Ce n'est plus le kilo à 125, mais on va redimensionner pour pouvoir prendre en compte des sachets triés utilisables. Sinon, même si on construit les centres, lorsqu'on prend dans le kilo 125, vous arrivez, il faut encore du temps pour trier avant de les traiter. Donc, c'est là nous invitons les gens, pour l'instant, à aller vers le privé. C'est aussi rentable, je pense. Maintenant, en ce qui concerne les pesticides, ça c'est vrai, ça c'est une réalité. Et je crois qu'aujourd'hui, la notion d'économie verte qui permet la prise en compte, ça veut dire que l'ensemble des départements ministériels aujourd'hui tiennent compte des questions liées à l'environnement, parce que le développement doit se faire en tenant compte des risques environnementaux. C'est en cela, avec le ministère de l'Agriculture, qui pour l'instant utilise plus les pesticides, nous nous sommes dit qu'il faut réguler.
il faut réglementer pour voir quel type de pesticides que l'on pourra utiliser et surtout sensibiliser les gens à leur utilisation. Parce que nous avons vu l'année passée vers la boucle du Moule, vous avez vu les poissons sont morts parce que tout simplement, quand les premières pluies tombent, les écoulements entraînent les pesticides au niveau des eaux et nous avons la biodiversité aujourd'hui, l'écologie est perdue. Donc en cela, aujourd'hui, nous avons avec le ministère de l'Agriculture régulé. Il y a un projet de loi qui a été proposé par le ministère de l'Agriculture pour réguler l'utilisation et l'entrée de ces pesticides au niveau du Burkina. Et nous travaillons avec le ministère pour pouvoir réduire au maximum, tout en favorisant aussi la production bio. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire des commandes, nous avons demandé au ministère de l'Agriculture, qui a donné son accord, qu'on évalue quel est le stock qu'on peut produire au niveau local en termes de bio, avant de pouvoir faire la commande, pour pouvoir, bien sûr, parce que la commande au niveau du bio ne peut pas couvrir l'ensemble du territoire, mais pour le moment, nous disons, au fur et à mesure que nous allons avancer, on arrivera bien sûr à renverser les tendances. Alors, Madame la Misana de Bobo-Dioulasso, elle est déjà dans la valorisation des sachets plastiques. Elle arrive à transformer ça en sac, en main, en sac pour écouler et tout. Elle est inquiète parce qu'elle n'arrive pas à écouler ses produits. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle? C'est vrai, je l'ai écouté, j'ai eu la chance de visiter également ce qu'elle fait sur le terrain. Et notre souci, c'est d'organiser des rencontres des fois pour permettre effectivement aux acteurs et à la population de comprendre que le sachet que nous jetons peut être transformé en autre chose capable d'être utilisé. J'ai été invité à Accra il y a un mois de cela où 3 structures du Burkina ont été primées en matière de transformation et de valorisation. Une structure à Dori qui utilise les sachets pour faire des bancs. Une autre structure dans la boucle du Moune pour des lampes solaires et une autre structure sous la biomasse. Et le Burkina était pratiquement l'un des pays qui a eu les 3 prix. Donc cela voudrait dire que déjà l'expertise au niveau national existe. Effectivement, l'écoulement, c'est de voir en collaboration avec le ministère du Commerce comment valoriser et vraiment faire la promotion de ces produits de telle sorte que ceux qui s'y investissent puissent quand même tirer profit de leur travail. Alors nous allons poursuivre cette émission en recueillant encore des questions des téléspectateurs et téléspectatrices. Nous écoutons celle qui est à venir. Produire des plants hors du village, les trimballer jusqu'au niveau de l'eau, par exemple, ça vaut 20 km, combien ça joue sur les plans. Monsieur le ministre, est-ce qu'il est possible de créer une pépinière villageoise dans notre village Bandia-Gourmanché et puis doter de matériel? Non, je crois que pour les pépinières, c'est vrai, vous savez, pour les collectivités, comme ils ont une autonomie, nous mettons à profit notre expertise pour accompagner tous ceux qui veulent faire la production par l'expertise technique. Mais quand on prend le programme d'investissement forestier, nous accompagnons les riverains autour des forêts à la production de pépinières pour avoir des plans afin de préserver, et bien sûr, les forêts déjà classées. Donc, à cela, je pense que tout est possible. Il suffit d'en faire la demande. Une autre question. Quelles sont les perspectives en matière de fixation claire des limites des forêts classées du Burkina et jusqu'à leur immatriculation pour accroître le niveau de leur sécurisation? C'est vrai, ça, c'est une équation amère. Il faut dire que depuis les indépendances, nous avons des forêts, mais il faut reconnaître que ces forêts n'ont jamais été immatriculées. Alors, le ministère en a fait son credo. Aujourd'hui, pour sauver ces forêts, il faut les immatriculer. Et vous savez, le processus d'immatriculation, c'est en plusieurs étapes. Il faut délimiter, borner, et avant, maintenant, d'aller à l'immatriculation. À la date d'aujourd'hui, les 12 forêts, à travers le programme d'investissement forestier, ont été délimitées, bornées, dont nous allons dans la phase d'immatriculation. C'est de rassurer l'auditeur que bientôt, l'ensemble des 12 forêts seront immatriculées, en tout cas au nom de l'État, au niveau du Burkina. Donc les citoyens doivent prendre leur mal en patience? Non, ça veut dire qu'en fait, nous sommes dans le processus et j'ai dit aujourd'hui, si nous avons les limites, ça permet bien sûr de les sécuriser. Parce qu'aujourd'hui, la question de fond, lorsque on s'installe sans connaître la limite, quand on vient, on dit non, où est la limite de la forêt? Donc, mais aujourd'hui, nous pensons qu'aujourd'hui, pour sauver les forêts, l'État même a intérêt à ce que l'immatriculation soit effective. Alors, Monsieur le ministre, c'est la dernière question de ce texte-là. Le premier axe de notre entretien, elle sera posée donc par un autre téléspectateur.
Monsieur le ministre, des démarches ont été entreprises avec vos services techniques et nous pour les études préalables à l'aménagement de ce joyau que constitue le parc urbain Bangreo et de façon générale la forêt classée du barrage. Alors, on aimerait savoir à quel niveau se situe le plan d'aménagement de cette forêt classée. Non, je crois qu'il faut peut-être rectifier. La forêt Bangreo n'a pas été rétrocédée à la commune, mais s'est mise en concession de gérance avec un cahier de charges. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'effectivement, l'état de la forêt est lamentable. Nous avons engagé une étude qui a été réalisée, le rapport a été déposé et nous allons rencontrer la collectivité pour que nous échangeons, parce que le plan d'aménagement existe, mais il faut l'actualiser. Et nous pensons que nous sommes tombés d'accord avec la mairie de Ouagadougou, que nous discutons autour de l'aménagement de la forêt. Nous avons impliqué également le ministère de l'Habitat, qui aujourd'hui va nous aider à évacuer les eaux qui restent à l'intérieur de la forêt. Bien sûr, également les conséquences de la réfection du bitument de la voie. Donc je me dis que la rencontre entre le ministère de l'Environnement et la collectivité nous permettra non seulement de revoir le plan, d'installer le conseil scientifique sur le terrain et le comité de gestion pour pouvoir donner le sens qu'il faut. Merci, Monsieur le ministre. Alors, nous abordons la seconde partie de l'émission qui concerne un peu l'exploitation des ressources forestières et fauniques. En effet, le Burkina Faso est riche en ressources fauniques et forestières. En témoigne la présence de nombreux animaux en voie de disparition qui suscitent un grand intérêt chez les chasseurs. Malheureusement, un véritable risque de péril environnemental menace ces ressources naturelles et fauniques du fait des pratiques tout autant anarchiques qu'irresponsables. Alors, je vais vous demander, chers téléspectateurs et Monsieur le ministre, nous allons suivre un aperçu de cette richesse au niveau du Burkina. Le Burkina Faso est un pays riche en ressources forestières et fauniques. Le domaine forestier de l'État couvre une superficie totale estimée à 3,9 millions d'hectares, soit environ 14% de la superficie du territoire national. Ces aires protégées sont inégalement réparties dans le pays. Le nombre important de forêts classées se situe sur le long des principaux cours d'eau. Ainsi, les régions les plus arrosées disposent d'un nombre élevé de forêts classées. On dénombre 15 forêts classées dans les hauts bassins, 13 dans les cascades et 12 dans la boucle du Mouhoun. La région de l'Est compte à elle seule un parc national, 3 réserves partielles de faune, 3 réserves totales de faune et 4 zones cynégétiques pour une superficie totale de plus de 1 578 000 hectares, soit environ 41% de la superficie totale des aires protégées du pays. Les ressources fauniques connaissent également une répartition inégale. La grande faune est concentrée dans les zones forestières de l'Est, du Sud et de l'Ouest. En 1999, on estimait à 128 le nombre d'espèces de mammifères, 477 celui des oiseaux et 60 le nombre des espèces de reptiles et amphibiens. Des espèces emblématiques comme l'éléphant, le lion, le buffle ou encore l'hippopotame y étant bien représentés. Cette richesse de la faune explique le dynamisme des activités cynégétiques dans ces zones. Mais l'action de l'homme menace dangereusement l'environnement, d'où la nécessité d'instaurer une meilleure exploitation des ressources forestières et fauniques. Pour cela, les actions du gouvernement incluent les contrôles et autres restrictions dans cette exploitation. Au cours de l'année 2016, par exemple, ces actions ont porté sur le suivi de la production et de la commercialisation du charbon de bois et du bois de chauffe, la formation des acteurs en techniques de fabrication et d'utilisation des foyers améliorés, dont 2725 femmes, l'inspection de 47 établissements classés et la réalisation de plus de 13 800 patrouilles forestières et fauniques. Les actions prévues à l'horizon 2020 comprennent la réhabilitation et la restauration des aires classées, la gestion améliorée et durable des forêts,
l'aménagement des aires de protection de la faune avec la mise en place d'un cadastre forestier, ainsi que la promotion des filières fauniques et l'intensification de l'inspection des établissements classés, afin d'aboutir à une meilleure préservation de l'environnement en général et des ressources forestières et fauniques en particulier. Monsieur le ministre, réaction? Je crois que les textes tels qu'ils ont été présentés quand même dans les richesses dont dispose le Burkina Faso en termes de faune, en termes de richesses, produits forestiers ligneux et non ligneux. Il faut reconnaître qu'au niveau de la sous-région, le Burkina Faso reste le pays où il est encore possible de trouver la richesse, surtout en matière de faune. Et aujourd'hui, je pense que les préoccupations posées, telles que le risque, bien sûr, de pouvoir préserver cette richesse pour notre pays, en tout cas, est une dimension à laquelle le gouvernement, et à travers mon département, s'attelle à pouvoir y faire face. Alors, après le reportage, nous allons suivre la préoccupation des citoyens. L'accompagnement du gouvernement, effectivement, bon, on a reçu des autorisations d'installation. On a également eu des formations au niveau de nos fournisseurs de la matière première, puisqu'il faut les encadrer pour ne pas tout détruire. C'est le ministère de l'Environnement qui nous a formé, particulièrement le MEL Casamance. Voilà, il y en a qui sont venus de Ouagadougou, avec ceux qui sont à Bobo ici. On a fait ça sur la route de Banfouara. Nous avons eu l'accompagnement en fait, en ce qui concerne le coût de la certification, depuis l'ex-APFNL jusqu'à la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. Et après cela, nous avons également eu l'accompagnement pour les fonds burkinabés pour le développement économique et social. Nous avons également, à travers l'INERA, des appuis en termes de renforcement des capacités de membres pour faire des relais. La forêt classée de Tiogo, comme bien d'autres forêts au Burkina, n'ont pas leurs limites suffisamment visibles. Et c'est un prétexte par lequel beaucoup de gens franchissent, et quand il y a des contrôles, les gens tentent de faire comprendre que non, eux, ils ne voient pas les limites clairement. La région du sud-ouest peut dénombrer donc pratiquement 39 sites d'orpaillage dans 35 villages. C'est essentiellement des sites d'orpaillage traditionnels et nous avons seulement 2 sites semi-mécanisés. Les principales difficultés que nous rencontrons sont liées essentiellement au déboisement parce que les orpailleurs détruisent systématiquement les arbres pour dégager de l'espace et donc réaliser des trous d'or, des puits d'or, et tout ceci contribue donc à la dégradation de la végétation. Il y a également la dégradation du sol à travers le creusage des trous, des puits et des tranchées, l'entassement des déblais. Chaque année, on se retrouve avec tous les orpailleurs, on fait des reboisements. Parce que nous, on sait que ce qu'on est en train de faire, c'est obligé qu'on va toucher des bois. Donc c'est obligé qu'on implante aussi pour aider l'environnement de ce qu'on a détruit, qu'on puisse remplacer. Ce qui est intéressant, c'est de travailler à aller vers l'orpaillage semi-mécanisé où on aura des équipements plus performants avec un encadrement des services techniques pour éviter en tout cas que les orpailleurs s'installent partout. Parce que véritablement ce que nous constatons, c'est que nos forêts sont régulièrement agressées, des forêts classées. Entre le Pengari, Arli, W, tu sais combien ils ont tué? 900 éléphants. Est-ce que ça c'est bon? Il faut que l'État se réveille, donner de moyens, hein? Le braconnage. On te donne le quota. Tu as 60 animaux à tuer. Tu vas tuer 120. Tu es braconnier. Tu es braconnier. Et c'est aujourd'hui, c'est ça. Au mois de août, là, ça fait 2 lions qu'on a tués. Quand on t'arrête là, quel que soit ton rang social là, on t'amène en prison. Mais on t'arrête, tu prends le téléphone, ah, c'est mon cousin, c'est mon type de campagne là-bas. Non. Non. Alors, monsieur le ministre, est-ce que ces préoccupations sont-elles importantes pour votre département? Bien sûr, je pense que les préoccupations soulevées
par les populations, c'est les préoccupations vécues au quotidien. Je crois qu'aujourd'hui, la question de la préservation de la faune en termes de braconnage, aujourd'hui, c'est une question qui est récurrente parce que le braconnage, c'est frontalier, ça intègre l'ensemble d'une collaboration entre les pays, les États voisins. Ensuite, je crois qu'également, en ce qui concerne l'orpaillage aujourd'hui, c'est une question de fond. Aujourd'hui, nous avons une destruction continue du site couvert végétal due à l'orpaillage. Aujourd'hui, entre l'or et la forêt, les gens, rapidement, ils vont vers l'or. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le ministère de l'Énergie, on s'organise à organiser ces acteurs-là en orpaillage semi-mécanisé pour pouvoir les accompagner et mieux les contrôler afin qu'ils fassent une étude d'impact environnemental avant leur installation. Alors, M. Idani a soulevé la question du braconnage. Et il y a une question aussi récurrente, celle de la taxe d'abattage, par exemple, des lions. Voilà, on dit que ça fait 900 000 francs et les uns et les autres trouvent que c'est pas cher payé. Il faut dire que lorsque l'on regarde l'ensemble des textes du ministère, c'est des textes qui sont dépassés, qui datent de 1995. Voilà, donc aujourd'hui, le souci, c'est de les relier et les adapter. Parce que vous savez, lorsque les textes ne sont pas relus, on ne peut pas changer les taux. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il est impensable que quelqu'un quitte la France, il paye son billet à 6 millions, il vient, il s'héberge à 10 millions pour tuer un lion à 900 000. Dans les pays voisins, ce n'est même pas possible. Je crois que c'est au gouvernement de pouvoir, à travers le ministère de l'Environnement, de proposer une relecture de l'ensemble des textes de nos départements afin de mieux les adapter à la question actuelle. Alors, nous allons recueillir à niveau les préoccupations des citoyens. Monsieur le ministre, ma question est suivante. Qu'est-ce que vous comptez mettre à la disposition de vos agents pour lutter contre le braconnage? Je pense que le concessionnaire Idani a posé une question fondamentale, à savoir comment lutter contre le braconnage. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est le rôle de l'État régalien, à savoir la préservation de ses ressources naturelles. Deuxième constat, il faut la collaboration de la population. Les braconniers ne viennent pas d'ailleurs. Le braconnier est de la population. On se connaît, on le sait, comme on le dit, le Burkina, c'est la savane, on se connaît. Nous pensons que c'est ensemble qu'on peut lutter contre le braconnage et que les populations, bien sûr, accompagnent l'État pour que nous faisions ensemble, parce que ce sont des ressources qu'il va falloir préserver, bien sûr, pour nous et pour nos générations futures. Justement, il y a des conflits liés au braconnage. Comment votre département arrive à résoudre ces conflits avec la communauté? Vous savez, normalement, dans les concessions, le Burkina a trouvé la formule. C'est-à-dire la gestion des concessions, c'est une gestion tripartite. État, privé, population. Ça veut dire que lorsque les taxes qui sont versées sont réparties entre les trois entités. Alors, pour nous, au regard des sommes reversées aux populations, normalement, les populations devaient participer, bien sûr, à la lutte contre le braconnage. Mais, vous savez, dans toutes les questions, il y a toujours des gens qui ne sont pas prêts à pouvoir se conformer au texte. Mais comme je l'ai dit tantôt, quand ces cas arrivent, nous essayons d'apaiser pour qu'il n'y ait pas de tension, parce que les gens investissent, le privé a investi, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans le cas de Vieux-Lazare. Alors, nous allons écouter encore les préoccupations des citoyens. Monsieur le ministre, vu la particularité de la zone de Pama-Centre-Nord et le potentiel existant, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de contacter peut-être des partenaires financiers afin de trouver des moyens pour donner à l'OFINAP, vous allez dire un moyen spécifique, un moyen carrément particulier pour appuyer l'OFINAP dans un aménagement conséquent de la zone de Pama-Centre-Nord? Il faut dire que la zone de Pama-Centre-Nord, c'est ce que couramment appelé la zone présidentielle. La zone présidentielle, c'était la zone gérée par la présidence sous l'ex-président, dont qui a été rétrocédé à l'environnement à travers la structure de l'Office national des aires protégées. Il faut reconnaître aussi que certaines zones qui étaient gérées par la présidence, il y avait un investissement qui avait été fait. Et donc, par conséquent, l'OFINAP, en tant qu'une structure, il est très difficile de pouvoir gérer convenablement. Nous avons trouvé le processus actuel, nous sommes en train d'explorer pour voir quel type de gestion il va falloir donner à cette concession qui renforce bien sûr des potentiels, mais dont un investissement lourd a été réalisé pour que nous ne perdons pas. C'est dont nous attendons bien sûr les directives et dans les jours à venir, nous l'avons déjà fait une première esquisse, mais comme on l'a dit, ce n'est pas toute personne qui peut investir dans les gens de concession. Les besoins en information des populations sont nombreux, nous les écoutons. Monsieur le ministre, nous le pisseurs, nous avons besoin des vélos, les motos, les carburants,
pour la surveillance, la forêt. Est-ce que vous pouvez nous aider? Je pense que cette question pourrait être posée directement aux concessionnaires parce que c'est des pisteurs qui sont employés par des concessionnaires privés. Normalement, c'est à eux de mettre à la disposition de leurs pisteurs les moyens nécessaires pour pouvoir, bien sûr, surveiller leurs concessions. Écoutons encore quelques préoccupations. Tout ce que le gouvernement a fait avec nous. Grâce à eux, on a trouvé un terrain artisanal ici. Et puis, grâce à eux, on a eu un crédit, un fonds national de 20 millions pour construire cette usine. De l'appui du gouvernement, on a le programme APFNL qui nous a accompagnés par la construction d'une unité et également de l'équipement pour la transformation du savon. En plus de ça, il y a d'autres programmes comme le Passepru, en son temps qui nous a aidé à certifier les produits comme le Balanites et également en tout cas des formations. En termes d'actions que le gouvernement a menées dans la région de l'Est sur le plan environnemental, on peut citer l'inscription du complexe W Arli Penjari sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. La coupe est réglementée par rapport aux scieries, il y a un cahier de charges. Et j'aime bien vous dire que depuis nous existons jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de problème par rapport à nous, avons tous respecté. Bon, donc, ce qui fait que vraiment nous sommes dans une situation de difficulté par rapport à la fermeture que nous vivons actuellement. Et nous en appelons vraiment auprès de M. le ministre. S'il y a des situations qu'on doit voir, nous ne refusons pas. Si la gendarmerie ne m'avait pas conseillé là, moi j'ai les fusils là, il y en a combien ici? Il y en a au moins 15, 16. Moi je sais que j'allais mourir, mais j'allais faire du dégât. Parce que le campement, c'est que j'ai construit là-bas, j'ai tous les papiers et tout ça. Avec ça fait près de 135 millions. On ne peut pas travailler durant 30 ans. On vient gaspiller ça comme ça, pour des banalités. Je ne l'ai pas, on ne l'a pas tué à la maison chez lui. C'est dans la zone qu'on l'a tué. Et il avait 2 bêtes attachées et tout ça. Ils étaient 2. J'espère donc l'accompagnement de l'État, du point de vue technique, du point de vue financier, du point de vue administratif et aussi fiscal, bien sûr. Parce que la pression fiscale grève souvent toute initiative d'entrepreneuriat et de développement. Des efforts doivent être faits, de sorte que le beurre de karité puisse même être éligible pour les marchés institutionnels. Je veux parler des marchés des cantines scolaires, je vais parler également des marchés au niveau des repas qui se font au niveau des prisons, pour en fait assurer ces débouchés de marché pour que derrière, la femme qui ramasse les amendes de karité puisse gagner plus. Alors, Monsieur le ministre, votre département est assez sollicité. Alors, quelle est votre réaction? Ma réaction d'abord, c'est vous dire que tous ceux qui veulent déjà réaliser des activités au niveau de l'environnement, il y a une bonne nouvelle, la mise en place du fonds d'intervention pour l'environnement qui devient la caisse commune du gouvernement pour financer tous les projets liés à l'environnement. Nous venons de lancer le 3e appel à projet sur 6 régions à hauteur de 3 milliards. Je pense que tous ceux qui ont des projets peuvent approcher le fonds pour voir comment ils peuvent être financés. Ce sont des subventions non remboursables. Ensuite, c'est l'occasion en tout cas d'adresser notre compassion au Vieux-Lazare. Effectivement, tu as vu sa concession vraiment brûlée. Pour des raisons, comme il a dit, contre le braconnage. Il a si bien dit, je pense que nous avons la solidarité. Le gouvernement apporte sa solidarité au Vieux-Lazare, même s'il y a eu un jugement qui a été rendu. Pour les autres questions, je pense que c'est des questions légitimes. Il y a un promoteur d'une scierie à Banfora qui dit que sa scierie a été fermée. Oui, c'est vrai, nous avons le cas de Banfora. C'est vrai, on était obligé d'aller jusqu'à ce stade. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question de Banfora, c'est que nous avons constaté que depuis l'existence des scieries, il n'y a plus d'arbres à Banfora. Et nous avons demandé à ces acteurs s'ils peuvent se reconvertir vers d'autres activités, dans la mesure où des pays de forêt interdisent ont interdit les scieries. Ce n'est pas aujourd'hui au Burkina où nous sommes dans un pays de savane où nous allons détruire tout ce qui nous reste. Nous disons qu'aujourd'hui nous sommes toujours en concertation avec les scieries de Banfora pour trouver une nouvelle forme de reconversion pour leur permettre de mettre les activités. Et des questions ne manquent pas de la part des citoyens. Nous allons les écouter à nouveau. Monsieur le ministre, est-ce que la filière karité est prise en compte dans le nouveau référentiel qui est le PNDS? Ah oui, je pense que la filière karité fait partie des filières agro-silvo-pastorales, ce que l'on retrouve au niveau de notre PNDS à l'axe numéro 3,
dynamiser les secteurs promoteurs pour l'économie et la création d'emplois. Aujourd'hui, la filière qualité, mon département en 2016, a accompagné l'ensemble des acteurs par l'acquisition du matériel, la production des plants, mais également, bien sûr, le renforcement de leurs capacités. Nous sommes aujourd'hui, on peut évaluer pratiquement à 75 000 tonnes de produits de qualité, évalués à presque à 4 milliards de francs CFA pour les acteurs. Alors, nous allons écouter la dernière question de la part d'un citoyen. Par rapport aux pesticides, qu'est-ce que vous faites pour diminuer la pollution afin que nous ayons des produits bio au niveau de la région de l'Est? Je crois que nous avons déjà analysé cette question. C'est de pouvoir, non seulement avec le ministère de l'Agriculture, la question a été régulée, et aussi maintenant, c'est de donner l'information à l'utilisation pour que les gens savent comment, à quel moment il faut utiliser ces pesticides pour que nous puissions, bien sûr, en corrélation avec les pesticides, mais de l'autre côté également, avoir des produits, de l'engrais bio pour pouvoir renverser les tendances dans les années à venir. Alors, Monsieur le ministre, vous serez à New York à la session de l'Assemblée générale des Nations unies. Est-ce qu'il y a des questions particulières d'environnement qui seront évoquées à cette session et vous partez défendre le point de vue du Burkina? Vous savez, aujourd'hui, la question de développement durable, c'est la question fondamentale au plan international où les débats sur le développement durable sont discutés, les questions de climat, les questions de désertification, l'ensemble des conventions de Rio. Aujourd'hui, la chance est que le Burkina Faso, à travers l'appel, est-ce qu'aujourd'hui, comment, à travers G5 Sahel, comment parvenir à la sécurité de nos États sans bien sûr faire allégeance ou bien sans impliquer la désertification, à savoir comment régler cette désertification au niveau de nos États pour fixer les populations, pour éviter les migrations afin d'apporter bien sûr la stabilité du moins à nos États. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec le chef de l'État, tu auras un message fort à donner. Nous pensons qu'en tout cas, le Burkina pourra porter haut le flambeau en termes de développement durable au niveau de l'Afrique. Alors, dialogue avec le gouvernement qui recevait ce soir le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, Nestor Bathio-Bassière, s'achève. Nous espérons que vous avez eu des réponses à vos préoccupations qui étaient nombreuses. Merci à Valentine Zungrana de la radio RMO et à vous, Monsieur le ministre. Merci également à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, d'être restés à notre compagnie. Au revoir et à la prochaine.